Monde numérique. Le débrief transatlantique. Oh, Jérôme, on enregistre. Oui. Jérôme Colombin, à Paris, bonjour. Salut Bruno Gaminetti, à Montréal. T'es vraiment épuisé, toi, cette semaine, hein? Quelle semaine! Excuse-moi, là, tu m'as réveillé, je suis épuisé. En train de faire ton petit roupillon de fin de semaine? La clavicule me tue. Et elle n'a pas encore redémarré. Là, on est entre deux canicules. Et c'est le moment le pire, je pense. C'est le moment où l'organisme essaie de se caler, mais il ne sait plus où il habite. Il dit, alors, ça y est, oui, il fait un peu plus froid. Mais non, il fait encore chaud. Ah, mais il faisait chaud. Ça va. Et c'est très fatigant. Là, Jérôme, là, tu fais exprès, hein, parce que je sais que tu ne veux pas que je te parte sur le sujet de la climatisation. Mais là, tu me titilles avec ton sujet. Là. Bon. Ah, la climatisation, grande cause d'État, sujet hautement sensible chez nous. Mais on va y arriver, je pense que vers 2030-2035, on autorisera et on encouragera, je veux dire, même la climatisation un peu partout. Pour l'instant, c'est tabou. Si vous voulez entendre les propos de Jérôme et de François à ce sujet, il y a le grand débrief qui est là, il y a une bonne partie de la discussion qui est sur la chose. Incroyable, on a fait un débrief sur la clim. Quand même. Un jour, il fallait que ça arrive. Mais si on se parle cette semaine, bien évidemment, c'est pour faire un clin d'œil à ce qui s'est passé cette semaine et ce qui se poursuivra dans certains cas. Et c'est notamment le cas, je sais que tu en as parlé cette semaine, mais je voulais quand même revenir là-dessus parce que pour les utilisateurs de WhatsApp, ça les concerne de façon très sérieuse. WhatsApp qui permet maintenant, en pré-lancement du service, de réserver son nom d'utilisateur. Est-ce que tu as réservé ton nom d'utilisateur sur WhatsApp ? Oui, monsieur. Eh bien, moi aussi, puisque désormais, on peut avoir un identifiant comme sur les autres réseaux, comme sur Instagram, comme sur Facebook, alors que jusqu'à présent, WhatsApp, ça fonctionnait uniquement avec le numéro de téléphone. Il fallait partager son numéro de téléphone si on voulait avoir un numéro. Alors, que penses-tu des justifications de Meta qui expliquent que c'est pour nous apporter plus de protection de la vie privée, parce que c'est ça notamment qui est mis en avant. Je trouve que ça ferait une bonne raison, mais je ne suis pas certain que c'est la raison. En fait, je pense qu'il y a une autre raison, c'est surtout que c'est pour les entreprises que ça va être intéressant parce qu'elles vont pouvoir s'afficher avec un identifiant comme elles le font déjà sur Insta ou sur Facebook, etc. Et on sait que Meta pousse énormément l'utilisation de WhatsApp pour le monde professionnel, pour les relations avec les entreprises. Hein. Et c'est vrai que ça marche. Les entreprises ou les marques. Ou les marques, etc. Mais pour le support technique, le support commercial, on peut... je ne sais pas si c'est très développé au Canada. En France, ça existe, bien sûr, mais je pense que c'est pas très, très utilisé, les relations comme ça. C'est sous-utilisé au Canada. Entreprise. Ouais. Sous-utilisé aussi? Dans le contexte de WhatsApp, oui, où il y a des parties de la planète où c'est la folie furieuse. Hein, un peu dans plus la relation client. Là, ouais. Voilà, tout à fait. Un peu plus aux États-Unis, au Brésil, etc. C'est vrai que c'est très utilisé. Et alors, pour Meta, c'est intéressant parce que, évidemment, les entreprises, elles payent pour avoir... accès à ces prestations plus professionnelles, mais il faut donc encourager le phénomène, etc. Bon, c'est pas plus mal, hein, je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis c'est vrai que pour les particuliers, ça va, nous utilisateurs de base, ça va nous permettre de ne pas forcément donner notre numéro de téléphone à tout le monde, enfin en tout cas, de pas forcément le faire apparaître quand on veut converser avec des gens sur WhatsApp. Après, je pense que le revers de la médaille, c'est ce que j'explique notamment dans l'épisode que j'ai fait vendredi dernier, c'est que c'est aussi un peu la porte ouverte à un risque supplémentaire de harcèlement, enfin en tout cas de spam et de sollicitations pas forcément désirées, et même aussi des arnaques, parce que si tu as, je sais pas, Air France par exemple, et qu'on remplace le A ou le N ou je sais pas quoi par un chiffre et qu'il y a une petite confusion, on peut se faire avoir. Donc attention, il faut le dire aux gens qui nous écoutent, hein, même sur WhatsApp, si demain on vous demande un code, de l'argent, etc., soyez prudents. C'est un canal qui était très utilisé pour des conversations privées, familiales et autres, et qui va devenir un peu plus public en fait. Donc il faut faire un peu attention.
Ouais. Mais entre-temps, si on vous propose, d'aller réserver votre nom, ben faites-le parce que parce que et ça va arriver plus tard dans l'année là, on s'entend, mais Mmh. si, vous avez une marque, vous avez un nom particulier, ou sinon un nom d'entreprise, et que vous voulez absolument réserver, ce nom-là pour votre compte, ben faites-le aussitôt que vous aurez la chance parce que quand on va ouvrir les portes là, ça va être la folie furieuse et Bah, vous ouais. risquez de ne pas être capable de réserver l'appellation que vous voulez avoir pour votre nom d'utilisateur sur WhatsApp. Meta, je ne sais pas si tu as vu passer ça cette semaine, c'était un peu surprenant. La semaine dernière, on en parlait, Meta lançait sa propre paire de lunettes sous sa propre marque, laissant Mmh. Ray-Ban et Oakley de côté. Mais là, ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'il y a peut-être une petite attrape sur le passage. Il y C'est a que là, anguille sous roche. maintenant, les lunettes connectées de Meta, évidemment, vous aurez la possibilité d'avoir tous les services, mais pour vraiment les utiliser, il faudra payer. Et j'explique. Mmh. La fonction qui vous permet d'amplifier la voix de quelqu'un qui est devant vous, que vous regardez, elle sera disponible en version gratuite. Donc, une fois que vous avez payé votre paire de lunettes et que vous la mettez sur le bout de le nez, ce sera disponible seulement 3 heures par mois. Ah, Et c'est pas pour y beaucoup. avoir accès beaucoup plus longtemps, il faudra payer 20 $ par mois pour accéder au forfait Meta One Premium. Et encore là, ça va vous permettre de l'utiliser seulement, je pense que c'est quelque chose comme 15 heures par mois. Alors, avec cette Ah! annonce-là, moi, j'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais coudonc, je paie une Ouais. bonne somme pour, c'est pas le cas, là, je les ai pas achetés, là, mais je Mmh. paierais une bonne somme pour avoir une paire de lunettes connectées intelligentes. Puis là, on est en train de me dire, ouais, 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 mais il va falloir payer pour utiliser les fonctions qui sont sur le bout de ton nez après avoir payé pour les lunettes. Ah, je commence à me poser des questions sur le sujet de, mais à quoi on paie ou qu'est-ce qu'on paie exactement quand on paie maintenant pour un produit qui est connecté? Oui, mais Bruno, d'abord, je pense que, alors c'est pas pour défendre, Meta, hein, c'est pour essayer de Ah, je te comprendre vois le arriver, là. non, non, mais c'est pour essayer de comprendre la logique et puis, d'évoquer tous les aspects de la question. D'abord, c'est une fonction qui va pas forcément intéresser tout le monde. C'est une fonction d'amplification et cetera de la voix. Bon, et surtout, c'est pas nouveau que dans la tech, on te vend un produit et puis surtout, on te fait payer ensuite, l'usage, au mois et cetera. Aujourd'hui, tous les logiciels qu'avant on achetait en boîte, bah, il faut payer tous les ans pour pouvoir continuer à les utiliser. On paye tous les mois les services de vidéo à la demande et cetera et c'est vrai que c'est surprenant pour ce type de produit, mais tu vois, moi, ça fait écho à, une interview que j'ai diffusée la semaine dernière dans Monde Numérique. Ah, avec C'était quelqu'un de chez Meta, l'interview ouais. oui, Matthew Sanders, que j'ai rencontré à Vivatech, qui est le responsable des produits connectés et de l'accessibilité, enfin de l'intelligence artificielle dans les produits connectés Meta. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit: «Est-ce que vraiment vous voulez aller au-delà, en faire une plateforme sur laquelle on pourra installer, ou ne pas installer des logiciels et tout?» Il me dit: «Oui, bien sûr, à fond, c'est exactement ça, on va faire ça». Donc si les lunettes connectées deviennent un device comme les autres et donc une plateforme, un écosystème comme l'est le smartphone ou l'ordinateur, bah, c'est sûr qu'ils vont pas se priver pour fournir des applications gratuites, mais il y en aura aussi des payantes et là, ouais, c'est sans doute la Ouais. première. Ouais, mais ce que je trouve, puis je comprends ton point de vue, puis ils ont tout à fait, raison de le faire, puis c'est du développement de plateforme. Mais sachant que quand on te vend cette paire de lunettes-là, on dit: «Mais vous savez qu'il y a un système d'amplification de la voix là-dessus». Tu sais, c'est Mmh. un peu comme si on me disait: «Ben regarde, achète le téléphone et puis tu as le droit de prendre, je sais pas moi, 20 appels par mois, puis après si tu veux en recevoir plus, ben il faut que tu payes, un supplément». Ouais, Tu mais sais, il y à en un a d'autres moment qui l'ont. donné, là, c'est comme c'est le système de départ. C'est ce qui fait que les gens vont les acheter. Est-ce qu'ils vont se mettre à limiter le nombre de vidéos puis de photos que les gens vont pouvoir prendre? Puis si tu veux en prendre plus, ben là, il va falloir que tu prennes le forfait Meta One Premium. C'est là où tu sais, je comprends que si c'était des produits qui sortiraient une fois le lancement fait, genre Ouais, dans 6 mois ou dans 1 an, là, je serais mal placé pour les critiquer parce que bon, il y a des ils frais qui apporteraient vont avec le quelque chose de plus. Ouais, je oui, comprends. Mmh, mais mmh là, mh. dès le Non, mais ouais, départ, ouais. ça fait une semaine que c'est en vente, puis ils disent: «Oh, en Ouais, ils passant, sont allés vite. oui, Bon, ça t'a énervé ça, hein? beaucoup, Je vois. ouais. Ouais, écoute, moi je comprends, je compatis.
Mais bon, je vais attendre mes nuances audio de SLR Lucitica plutôt. Eh oui, il faut rappeler que c'est une fonction qui est disponible dans d'autres lunettes, et Ouais. là, sans abonnement, en fait, hein. Sans abonnement. Alors, tu payes, Ouais. je pense que c'est autour de 1 000 et puis après, tu as la Ouais. lunette et tu n'as pas de limite de temps, là. Ouais. Mais ouais. Enfin, encore une fois, c'est pas pour prendre leur défense, mais t'imagines tout ce qu'ils veulent mettre dans leurs lunettes Meta? Ouais. C'est plus des lunettes, quoi. Ça va être aussi Ben non, mais sophistiqué c'est on qu'un s'entend. smart. Mais C'est un tu vois, ordinateur. oui, mais là, ce que Meta, et c'est gros comme ça, moi, quand je les vois arriver, ils Mmh. ont raté le téléphone. Ils ont raté la course du Ouais, téléphone. tu as Mais là, raison. puis après, ils se sont dit, bon, on va aller créer le métavers, puis tout le monde va projeter dans le métavers, et Ouais. on va contourner le web et on va avoir accès à ça. Puis c'est un peu ce qu'ils ont fait avec Facebook, hein. Ils ont créé un web à côté du web, là. Ouais, un Et web là, dans le ils web, disent, bien sûr. mais un peu comme AOL avait fait à l'époque, là, ils n'ont pas réinventé la roue. Puis là, j'ai l'impression qu'avec les lunettes, ils sont en train de vouloir créer la prochaine plateforme connectée. Tout à fait. Pour prendre les appels, parce que ça va être ça, hein, avec la miniaturisation des processeurs. À un moment donné, ils vont devenir indépendants des téléphones et tu sais, un appel, tu pourras le prendre là-dessus. Ça chauffera probablement un peu le cerveau, mais si tu pourras prendre ton appel là-dessus. Et, et c'est vers ça qu'on s'en va. Donc, ce sont des appareils sérieux. Ce sont des petits ordinateurs montés sur des barrettes qui tiennent au bout d'une note. Absolument. Tu veux nous parler de robots émotionnels. Mais Tu oui. les as vus cette semaine. Mais oui. Alors, parce que tu sais que moi, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amoureuse, je n'ai Non, ça, personne c'est pas autour de vrai. moi. C'est pas vrai. Donc, j'envisage d'acheter un robot émotionnel. Surtout qu'elles sont mignonnes, ces petites robots émotionnelles. Non, Bon, c'est assez horrible. Ouais, c'est une boîte chinoise qui s'appelle Uptech qui a fait une présentation assez incroyable. Un robot humanoïde. Alors, il y a 2 versions, hein. Il y a un homme et une femme. Et qui font des tailles d'êtres humains. ben, Ils c'est sont 183 centimètres Voilà, pour et la monsieur femme, elle et fait 1m70, ouais, 1m68 ouais. exactement, ouais. Voilà. Il est pas lourd le monsieur, il fait 42 kilos, hein. C'est un petit gabarit quand même, hein. Et alors pourquoi ils appellent ça robot émotionnel? Parce que, eh bien, ils ont énormément soigné les émotions et tout ce qui est sur le visage. Alors c'est vrai que quand on voit les expressions de visage, c'est étonnant. Les femmes, les femmes, tu t'imagines déjà, Ah ouais, on parle d'une machine. ouais. Les robots genrés féminins, on va Mhm. dire, ils peuvent se maquiller, on peut les maquiller. Elles ont le mouvement des cils comme ça, tu sais, pour t'affoler. Enfin, elles battent des paupières. Elles Ouais. peuvent même faire des clins d'œil. Elles peuvent interagir. Après, j'ai pas l'impression. Je crois que la présentation s'est pas super bien passée. Il y avait des journalistes et tout, et les gens étaient assez perplexes parce que c'est très lent, c'est assez limité, etc. Mais ils en ont quand même prévendu a priori 10 000 Ouais. précommandes de gens qui avaient même payé, hein. Ils ont payé environ 380 € pour réserver le robot émotionnel qui n'est pas encore disponible et qui va coûter, selon les versions, entre 15 000, ça c'est pour le petit modèle, je ne sais pas lequel c'est d'ailleurs le petit modèle, mais ce sera le moins évolué, et jusqu'à 120... Ah si, il y en a un qui n'a pas de jambes, c'est ça, hein. Il a que le haut. Et il Ah y en bon? a un, et le super modèle, il fera 125 000 €. Donc, je pense que, enfin, ça y est, on est en train de basculer dans un nouveau truc, quoi. Ouais. Ben, il y avait dans le genre, il y avait déjà, à quelque part, ça vient dans le milieu, il y avait déjà tout ce qui était jouets haut de gamme pour Mmh. adultes. Ça, c'était une chose qui existait, puis ils commencent à avoir des produits assez raffinés. Puis de l'autre côté, ils avaient des compagnons, j'allais dire des toutous, des jouets. Oui, c'est vrai, il y de, avait les chiens, etc. oui, de Il y avait compagnie. Aibo de Sony. Ah oui, tu remontes aux origines. Mais Ah là, ouais, moi, la donc de préhistoire. voir des, 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 des troncs de personnes, en tout cas, Mmh. pardon, des troncs d'humanoïdes ou un humanoïde complet, là, genré féminin ou masculin. Mmh. Là, on est en train de créer un autre segment. Mais je lisais à quelque part, puis en t'écoutant, je cherchais, puis j'arrive pas à retrouver l'information. On nous dit que c'est pour les célibataires et pour les gens de 60 ans et plus.
C'est Ouais. les premiers marchés qu'ils visent, là, c'est Ah ces ben, 2 créneaux-là. il est clairement positionné, comme un truc, un support émotionnel, quoi. Ouais. On va pouvoir discuter avec lui, créer une relation, lui faire des petites caresses. Alors, on sait pas trop jusqu'où ça va aller. Je pense qu'on n'a pas d'informations à ce sujet-là. Et ça rappelle, tu sais, la série, qui s'appelait Real Humans. Oui. Je sais pas si tu as vu cette série où c'était, voilà, tu pouvais acheter ton robot, tu le faisais entrer à la maison, il était plus vrai que nature, il allait se recharger tout seul la nuit, il dormait jamais, et puis, il pouvait faire plein de choses, il était tout le temps très sympathique. Et évidemment, il y a beaucoup de gens qui s'y attachent, et puis il y a quelques résistants qui, essayent au bout d'un moment, qui disent: «Mais vous êtes complètement fous, ce ne sont que des machines», et cetera. Ah ouais. C'est le cas de le dire. Avec ça, dans une maison, tu entres dans une autre dimension. Ah bah, absolument, parce que bien sûr qu'il y a des gens qui vont développer des relations avec ça. Enfin, moi j'imagine là, ça va faire des chez nous en France, on pourra faire plein d'émissions, des conférences à la Sorbonne, faut-il tomber amoureux d'un robot? Non, Oui, mais non, on va légiférer, c'est certain. beh, c'est certain, on va sûrement légiférer. On va interdire les sentiments, à l'égard des robots. Non, mais imagine-toi, la loi des robots. C'est parce que Ah ça bah, s'en ouais, ouais. vient. Donne-toi quoi, 3 ans, 4 ans? Eh oui, Il y a t'imagines quelqu'un. le robot te quitte, tu es triste, Ouais. c'est une voilà, Non, mais c'est un ton choc droit, disons qu'il émotionnel. décide de prendre. Disons Est-ce que que le tu. robot a le droit de te quitter d'ailleurs? Ouais. Est-ce qu'il a le Ou si droit? tu vends ton robot à quelqu'un d'autre, Tu quels sont les C'est que droits qui partent avec? Est-ce que les ouais. souvenirs, tu dois, je sais pas moi, effacer la mémoire? Qu'est-ce qui se passe? Quelle partie de la mémoire appartient au robot? Laquelle appartient à l'utilisateur? Ça va être intéressant, ça. Ah bah, écoute, moi j'avais vu une pièce de théâtre, à Paris qui traitait exactement ce sujet-là et qui avait été écrite par des chercheurs en intelligence artificielle. En l'occurrence, c'était, Serge Abitboul et comment s'appelle-t-elle? Laurence que je salue. Je ne connais qu'elle, que j'ai interviewée plein de fois et son nom m'échappe. C'était très intéressant parce qu'effectivement, c'est toutes les questions que ça pose, par rapport à c'est Laurence de Villers, voilà, je cherchais son nom, Laurence. Désolé Laurence, si tu nous écoutes. Et c'est toute la personnalité des robots et puis même la mémoire, en fait, quand ça Oui, passe oui, d'une oui. famille à une autre, Ouais. il avait été soi-disant réinitialisé, mais en fait, dans la famille suivante, il ressortait des souvenirs de la première famille. Il y avait, T'imagines? c'est Ouais. incroyable, c'est incroyable, Ouais. ouais. En passant, vous en faites pas. Si vous entendez un chat, c'est Oui, GPT. c'est C'est ton mon chat chat robot? GPT. C'est ton chat robot? Non, c'est pas un Non, non, robot, c'est c'est le un vrai vrai chat. chat GPT, Ouais. qui s'exprime et qui voulait prendre parole, par rapport à ces souvenirs-là. Bah, écoute, il est le bienvenu, Non, hein, est-ce que tu vas voilà. acheter ce genre de choses-là, toi? Franchement, non. J'ai pas dans l'immédiat, besoin de soutien émotionnel, peut-être un jour, hein, mais Ouais. voilà. Mais après, juste pour conclure, c'est vrai que moi, aux gens qui disent: «Oh», qui auraient tendance à dire: «Mais c'est terrible, il vaut mieux s'occuper des humains, ne pas se détourner». Bien sûr, mais il y a et on l'a déjà évoqué ensemble plusieurs fois, il y a des gens qui n'ont pas la chance Ouais. qui sont dans la solitude. Et ben Ouais, voilà. tout à Est-ce fait. qu'un robot, heu à défaut d'autre chose, peut être un moyen de combattre la solitude? Franchement, c'est pas facile à trancher comme débat. Et la question est lancée et on arrête là-dessus. Je vais t'amener ailleurs parce que cette semaine, j'ai écrit là-dessus, mais ça fait un moment qu'on en parle, mais je me suis dit que ça valait la peine de ramener le sujet. Ce sont les Mmh. entreprises qui, ont comme un moment d'épiphanie par rapport à l'intelligence artificielle, à leur utilisation de l'intelligence artificielle et qui décident, que pour la rentrée, ben, peut-être que ou on va couper l'utilisation de l'IA ou du moins on va rationaliser l'utilisation de l'IA parce que ça commence à coûter cher, ces pelletés de tokens là, Incroyable. c'est l'argent qu'on investit là-dedans dans l'utilisation de l'IA. Mais ouais, tu as fait un papier sur ton carnet, qui est très intéressant, et qui effectivement, rappelle qu'aujourd'hui, c'est des millions qui sont engloutis là-dedans. Il y a des boîtes qui se sont même complètement laissées dépasser, qui, se sont retrouvées à la fin du mois avec, des factures à payer, Ouais. surréalistes. Ah Parce ouais, qu'en ben, plus il y a des boîtes qui ont passé en 3 mois leur budget annuel qu'ils avaient planifié. ouais, Ah, exactement. tu imagines?
Je sais plus quelle boîte, il y avait une boîte Je connue pense que c'est Uber qui avait eu cette situation-là, Ah ou il y a ouais, quelqu'un d'autre possible, aussi. ouais. Mais Bah ouais, ouais. ça pose une sacrée question, d'autant plus que le retour sur investissement n'est pas toujours là. Mmh. C'est-à-dire que oui, ça permet, d'aller plus vite dans pas mal de choses, notamment essentiellement pour le développement, hein, pour, le développement informatique. Mais est-ce que, ils récupèrent en business tous les milliards ou les millions engloutis, dans les tokens? Ça m'étonnerait. Et je sais pas si tu as vu, il y a une personnalité de la Silicon Valley qui est montée au créneau pour évoquer ce sujet et ça fait Pas le beaucoup de patron de bruit. Palantir? C'est le patron de Palantir, Ouais. Alex Karp. Alex Karp qui, effectivement, c'était une interview sur la chaîne CNBC qui dit: «Mais arrêtez, vous êtes complètement fous» et lui, il attaque carrément les labos d'IA, en fait, les big tech, d'IA Ben, et les OpenAI et principalement Anthropic, OpenAI et Anthropic essentiellement et il parle de token maxing. Le token maxing, c'est la tendance justement à pousser les entreprises vers une consommation excessive de tokens alors que ça leur rapporte pas forcément grand-chose et le retour sur investissement est loin d'être tangible et en plus de ça, il y a des problèmes de données sensibles, qui se retrouvent, sur les serveurs de ces boîtes-là. Donc il dit: «Attention, arrêtez, vous faites, c'est pas possible, ça va pas durer cette histoire». Alors là, est-ce qu'on va parler de Tokenageddon? Je pense que, oui, on sera obligé d'ouvrir le dossier Tokenageddon, probablement la semaine prochaine ou le mois prochain. C'est n'importe Après le quoi. Mais c'est Ramageddon. ben oui. Mmh. Mais Ouais. c'est vrai, j'allais dire, c'est un vrai problème, c'est une vraie, réalité que plusieurs entreprises sont en train, de réaliser. C'est que Mais et d'autant plus que et c'est peut-être ça qui est pernicieux là-dedans, c'est qu'avant de le faire, de le commettre, ce travail-là, on n'a aucune idée de ce que ça va prendre comme, comme budget de ouais. production. Moi, je regarde la production de 120 secondes qui est fait par, une fois que j'ai fait ma partie, mais une fois que c'est Ouais. pour être fait dans les 9 autres langues. Bah ouais, Euh, ça te coûte un pognon de dingue. Il paraît que tu as ben déjà oui, été obligé de vendre des meubles et tout, tu envisages de vendre tes chats, c'est ouais, puis ça. même d'ouvrir une pizzeria Une pizzeria, bien sûr, pour pour financer tout financer ça. mes 120 secondes de tech. Bah, évidemment, ouais, Ouais, ouais. non. Mais tu sais que, quand on parle d'entreprises qui réalisent, que finalement l'IA, c'est pas, les pa la pa oups, c'est pas la panacée, La heu, panacée? c'est le fabricant de voitures Ford qui, cette semaine, confirmait qu'il a été la gêne, qui a réintégré 350 ingénieurs Ouais, j'ai vu ça, c'est parce dingue. que, finalement, ben, leur expérience ne pouvait pas être remplacée par une IA. Alors là, on leur a demandé de revenir, Ouais, évidemment, contre forte, rémunération. Et puis, il y en a d'autres qu'on a même promus pour les encourager à rester dans l'entreprise, pour aider les IA à se développer et apprendre d'eux pour être meilleurs et un jour probablement les remplacer. Mais ouais. j'avoue que c'est assez, amusant comme scène. Mais c'est pas facile pour les entreprises, hein. Regarde, Ben il y a non. eu le côté, il faut passer à l'IA. Bon, d'accord, on sait pas trop ce qu'on va en faire, mais OK, allons-y. Allez, on prend le chéquier et on achète du token par, milliers. Il y a eu la promesse de ce que ça allait apporter. Du coup, paf, on licencie, les pauvres mecs par milliers. Finalement, on s'aperçoit que l'IA coûte beaucoup plus cher que les humains. Mais remettez-nous les humains et allez hop, tu rappelles les humains pour qu'ils reprennent leur place et tu lèves le pied sur les tokens. Mais C'est tu sais, quand c'est tu dis très que amusant. l'IA coûte beaucoup plus cher que les humains, ça, c'était la petite confession d'un des patrons de chez NVIDIA qui disait, Oui, en faisant le calcul, on s'est rendu compte on payait beaucoup plus l'utilisation de l'IA au sein de notre entreprise que de la c'est valeur fou, qu'on avait hein? accordée aux humains. Il faut le faire. Les humains que ou alors, il faut Les humains sauter sur vont l'occasion. marcher face à l'IA. Mais exact, oui, mais il faut sauter sur l'occasion. Il faut revaloriser les Ouais. salaires et du coup, tu vois, tous ceux qui vont être embauchés chez Ford, là, moi, je serais eux, je demande à ce que mon salaire ça soit doublé, hein. Ben là, j'entends les Non, j'ai syndicats rien qui dit. vont te téléphoner. Ouais. Ah, je te dis. Bon, enfin. Non, mais ça fait partie c'est l'histoire de l'IA qui est en train de s'écrire, je veux dire, Ouais. c'est ça, c'est des soubresauts, des ajustements, on se cherche, et on sent bien que c'est le début de l'histoire, Ouais. les trucs sont en train de se mettre en place et c'est pas facile pour j'imagine que ça doit être très difficile pour les dirigeants qui prennent des décisions, dans ce Ah, domaine, hein. écoute, l'enfer.
On poursuit dans l'actualité de la semaine. Est-ce que toi, je sais que parmi tous les gens que je connais, tu es probablement un des plus gros gamers, un des plus gros joueurs de jeux vidéo. Est-ce qu'il te reste encore dans tes boîtes, quelque part, des boîtiers de jeux vidéo que tu aimais? Il me reste plein de boîtes. Et je suis pas du tout gamer. J'ai lâché le jeu vidéo il y a des années. Je suis désolé. Ouais. Mais donc, c'est ça. Je ne sais pas si tu as vu passer cette nouvelle-là de Sony Interactive Entertainment. Donc, c'est fini. Oui, qui confirme qu'en janvier 2028, donc pas janvier prochain, mais l'autre d'après, c'est fini pour la production de disques physiques pour les nouveaux jeux de PlayStation. Ça va être uniquement disponible ou sur le magasin en ligne là, de PlayStation ou par des intermédiaires de détaillants à tiers. Mais ça veut dire qu'il y a toute une chaîne de distribution du jeu vidéo qui va disparaître. Et avec ça, parce que là, Sony vient de sonner la cloche, mais on peut être sûr que les autres fabricants, je pense à Xbox notamment, mais d'autres fabricants de jeux vont commencer à dire, ouais, ben peut-être qu'effectivement, nous autres, en janvier 2028, on va laisser tomber. Donc, c'est un peu comme la disparition des disquaires à une certaine époque, là. Ouais, exactement. Mais en fait, cette histoire-là, de la dématérialisation des jeux vidéo, écoute, on en parle depuis 15 ans, vraiment depuis l'apparition des des consoles connectées à Internet. Parce qu'à partir du moment où il y avait du haut débit, tu avais la console avec toute la puissance, la mémoire qu'il faut, la connexion haut débit pas chère, mais on se dit, mais pourquoi garder les boîtes? Et ça a été gardé pendant très longtemps parce qu'il y a une économie derrière, tu l'as dit. Et puis, il y a même une deuxième économie aussi, c'est l'économie du marché d'occasion. Ben oui. Et le jour où il y aura une dématérialisation totale, bah, c'est dommage parce que tu as plein de gens qui achètent des jeux d'occasion un peu plus tard, après les sorties et qui les payent 2 fois ou 3 fois moins cher. Bon, bah, tout ça disparaîtra, mais inévitablement, c'est quelque chose vers lequel on va aller. Enfin, ça paraît absurde. C'est presque paradoxal. Le jeu vidéo, il est intrinsèquement très lié à la tech, donc à la modernité, au progrès et tout. Et on est sur un modèle très physique qui est un modèle d'un autre âge. Donc c'est... Ouais. Mais de l'autre côté, il y a comme un attachement, puis ça, je refais mon parallèle avec la musique. Il y a des musicophiles qui ont de superbes discothèques dans leur salon ou dans leur pièce dédiée pour la chose, avec tous leurs albums pour les vinyles. Oui, pour les vidéos. Moi, je connais des tas de gens qui ont des DVD, qui ont des murs entiers de DVD, et puis les pauvres, ils pleurent parce qu'ils avaient dans une autre pièce, c'était les cassettes VHS en plus. Ben là, c'est ça, mais il va arriver la même chose avec toute une nouvelle génération de joueurs qui n'auront plus rien. Ça va être sur la console, puis quand la console sera plus bonne, ben qu'est-ce que tu vas faire avec? Enfin. Ouais. Enfin, bon, écoute, moi, j'avoue que j'ai pas beaucoup de fétichisme par rapport aux produits physiques, dans la mesure où le produit physique ne sert que à véhiculer du contenu, et que ce soit moi, quand les CD-ROM, quand la musique dématérialisée, MP3, t'es en train de donner ton âge, toi, le CD-ROM. Ouais, voilà. Non, mais tu sais que moi, j'ai vendu tous mes vinyles. Alors, je suis un peu idiot parce qu'aujourd'hui, mais je me souviens, j'ai vendu une caisse entière de vinyles pour 50 € à l'époque. Et le type, il était super content. Et il est parti en courant de peur que je le rattrape, j'imagine, et que je change d'avis. Alors, peut-être que c'était idiot parce que tous ces disques que j'ai vendus à l'époque, aujourd'hui, ils coûteraient 50 € pièce. Mais moi, j'ai pas de fétichisme par rapport à ça. Je pense que c'est inévitable. Et même pour les livres, c'est pareil. Bien sûr, on va me dire, ah, mais la bibliothèque, une bibliothèque, c'est merveilleux. Moi, j'ai plein d'amis qui parlent que de bouquins, qui rêvent de lire, de vivre au milieu des livres. Pour moi, une bibliothèque, c'est un enfer parce qu'il n'y a pas de moteur de recherche. Et chaque fois que tu cherches un livre, alors j'ai des livres à la maison, chaque fois que je recherche un livre, je ne le trouve pas. Où est-ce qu'il est passé? À qui je l'ai prêté? À moins d'être un psychomaniaque, un psychotique. Et avoir des codes sur les livres. Et d'avoir des codes, etc. Quand tu as une énorme bibliothèque, il faut qu'elle soit hyper bien rangée. Enfin, bon, voilà. Mais je respecte les gens qui sont attachés au support physique. Puis on voit aussi que les jeunes se sont remis au disque vinyle, etc. On a besoin quelque part, d'un point de vue émotionnel, de support physique. Ou sinon de s'acheter un robot humanoïde.
Exactement. Alors, Donc, voyons le si vous sujet. êtes, si vous avez un choc émotionnel à cause de la disparition des jeux vidéo physiques, Commandé. achetez-vous Ouais. commandez tout de suite votre robot émotionnel à qui vous allez pouvoir raconter ça le soir au Il coin du feu. n'y a pas un coupon sur le site de Mon Numérique de rabais pour son robot humanoïde? Non, parce que je ne touche absolument aucune commission sur la vente de ces robots. Ah, d'accord. Dernier sujet, puis après, je vais te laisser aller parce que je sais que tu as un horaire de ministre cette Ah ouais, semaine. j'ai du boulot, j'ai des auditeurs qui Ben m'attendent oui, là. je Hein. sais, Allez, je dépêche-toi. sais. Ouais, puis moi aussi, là, j'ai la suite de mon carnet. Je sais. Je voulais te parler de Amazon Léo. Tu sais, cette constellation de satellites qui offriront le service Internet Ouais. aux entreprises, pas aux particuliers. Ben, c'est un moment important. Ils ont presque atteint cette semaine 400 satellites dans cette constellation. Ça vient d'être confirmé par les gens de Amazon Léo. Et donc, ça veut OK. dire qu'à partir de maintenant, le service peut officiellement commencer à offrir un service commercial dans certaines régions du monde. Je sais pas ce que ça a fait comme réaction chez Elon Musk, mais c'est la première fois qu'il a un vrai concurrent, là. Ouais, mais enfin, il le voit arriver depuis longtemps. Elon Musk, il sait qu'il va avoir un concurrent. Puis tu sais, je pense qu'il fait partie de ces gens qui se réjouissent quand il y a des concurrents. Hein. On sait bien que quand il y a de la concurrence, ça prouve qu'il y a un marché. Ouais. Donc, c'est mieux que de rester tout seul sur son marché. OK, il a 400... Et puis c'est très bien. Enfin, c'est bien à tout point de vue, cette histoire-là, y compris pour les consommateurs, etc. Après, 400 satellites, OK. Et Starlink, ils sont à 1300. Hein, Ah, ils sont plus que ça, là. Ouais. Ah ouais, Ah ouais, oui, ils on sont est plus dans que l'ordre ça des, aujourd'hui. ouais. Ouais, t'as raison, On a passé les 6000, ouais. Ouais, OK. Après, je me souviens plus, j'avais travaillé un peu là-dessus, mais peut-être que toi, tu t'en souviens. C'est pas la même chose. Il y en a qui sont en orbite très basse et puis, non, Ouais. ceux d'Amazon, ils sont quoi? Ils sont en orbite plus haute? Je me souviens Non, plus. ça, c'est en Ah, orbite basse c'est aussi. pas Oui, bien. faut C'est être aussi de capable l'orbite basse. Ouais. OK, d'accord. Ouais. Donc c'est comparable, c'est vraiment Ouais. comparable alors. Mais ce que sauf qu'eux sont Mais vraiment moi, je m'en fous de tes trucs américains là. Nous, on a le nôtre qui est en train de on est en train de développer aussi notre réseau satellitaire et il s'appelle je crois que je vais arrêter cette émission parce que j'ai que des trous de mémoire donc Non, mais c'est pour te à montrer moins comment de il est prendre bien des connu, notes. hein. Ouais. Non, mais il s'appelle un truc carré là. C'est un truc carré. Vite, Mais, Google, ouais. aide-moi. Oui, Mais vas-y, je Jérôme, t'en prie. entre-temps et pendant que tu fais ta recherche, Iris carré. ben ouf, ouais. Quel nom. Iris carré. Ouais. Iris 2, tu sais, 2 en exposant. Ouais, mais Oui, ça va pardon, être je t'ai interrompu. fonctionnel en quelle année, ça? Ça va arriver. Non, c'est en train de se mettre en place. Et puis, de toute façon, c'est pas le sujet. Nous, on fait les trucs après vous, après Ouais. les Américains même. Ouais. Mais après, ça marche bien. Regarde Galileo. Le service Galileo, il fonctionne très bien. Hein. Disponible sur toutes les Renault? Non, mais en France, on ne le sait pas forcément, mais quand on regarde un itinéraire, quand on suit un itinéraire avec les satellites sur son smartphone, on utilise en partie Galileo, Mais est-ce qu'on le sait à quel satellite moment on européen. quitte le réseau? Non, on ne sait pas. Non? Non, OK. c'est Il n'y a pas de complètement... transparence là-dessus? Non, OK. c'est complètement... Non, Ouais. après, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ouais. Mais la raison pour laquelle j'aurais cru que tu aurais été plus heureux de voir Amazon Léo s'installer comme ça et de commencer à offrir, c'est qu'il Dis-moi. y a ce jeu de bras de fer entre Elon Musk et l'Europe qui commence à menacer de retirer le service de satellite, par exemple, à l'Ukraine, s'il n'arrive pas à s'entendre avec l'Europe. Je me dis, si Amazon Léo qui arrive dans le décor et qui est capable d'offrir le service, disons que le jeu de négociation, la chanson durera moins longtemps que prévu. Tu as raison, bien sûr. Et c'est pour ça que la concurrence est excellente pour tout le monde. Ouais. Parce qu'il aura Donc, moins la joie en de levier de Europe. pression. Ouais. Après, bon, il aura toujours... je veux dire, si aujourd'hui, par exemple, il décide de... Je dis n'importe quoi, un scénario, il dit oui, je vais couper Starlink pour les Français, par exemple. Starlink en France, c'est à la fois très peu développé, il y a peu de gens qui l'utilisent, mais ceux qui l'utilisent, je peux te dire qu'ils y sont bien accrochés. Ben oui. Et les derniers, c'est Air France. Air France qui a choisi Starlink. Bon, voilà, il y aura pas mort d'homme, l'économie va pas s'arrêter, mais ce sera un peu douloureux pour les personnes concernées quand même. Ouais. Et effectivement, s'il y a un concurrent qui fait que
du coup, ce genre de menace est moins réaliste, eh bien, écoute, tant mieux, tout le monde est content. Et nous, en tout cas, on s'en fout parce qu'on est en train de préparer Iris Carré, qui sera mis en service en 2028, à partir de 2028, mon ami. Ah. Donc, on aura l'occasion d'en reparler. En attendant, tu pourras utiliser Léo ou Starlink. Ouais, non, mais Ouais. vous pourrez l'utiliser, notre Iris Carré, Ah ouais? parce que Ça va vous êtes su- nos amis, vous, les Canadiens. Ah oui, ça va tourner autour du Canada, retourner en Europe, retourner au Canada, retourner en Europe. Ouais. Mais non, mais déjà que maintenant, on va faire l'Eurovision, j'ai tellement hâte. Ah bon? T'as Ouais, pas ouais. su ça? Non, j'ai pas su ça. Cette semaine a été confirmé que On le fait tous les Canada sujets maintenant... maintenant dans ce débrief. La climatisation, l'Eurovision, Non, mais hein? écoute, c'est quand même une grosse Vas-y. nouvelle parce qu'on vous a Mmh. fourni des Céline Dion pour que la Suisse gagne à un moment donné D'accord. à l'Eurovision. Mais là, à partir de la prochaine édition, le Canada sera officiellement partie prenante Mais de pourquoi l'Eurovision. vous n'y étiez pas? Ben non, c'était uniquement Ah oui, c'est l'Europe. Europe! Je te, Ah je ouais, te ouais, rappelle. ouais, ouais. Mais de plus en plus, Ouais. le Canada commence à faire partie de l'Europe, ici et là. Ah, OK, OK. Non, mais Ah, excuse-moi, ma femme m'engueule, mais moi, l'Eurovision, ça me donne des boutons, donc je suis pas du tout, c'est pas du tout mon truc. Bon, ben écoute, maintenant que j'ai été capable de dire que le Canada fait partie de l'Eurovision, Ah bien, je suis très heureux de l'apprendre, monsieur le Canadien. voilà, je suis heureux d'entendre ta joie. Voilà, Mais mais parle-moi. Oui, pardon. parle-moi plutôt de ton podcast. Et puis moi qui allais te demander la question pour Ah toi. bon, d'accord. Ouais. Ah ben écoute, Oh, on va te je vous donner en des prie, je nouvelles. n'en ferai rien. Non, mais je vous en prie. Ah non, mais j'insiste quand même, monsieur. Alors, Cette semaine, on prend des nouvelles de l'Afrique avec Muriel Edjo, qui est le rédacteur en chef de We Are Tech Africa. On va parler de podcastologie, hein? ça m'intéresse, ça. Ouais, ou de balado-diffusion, si tu veux. Ouais. Je sais que tu aimes le terme. Donc, il y a une nouvelle étude qui concerne le podcast au Canada. Et puis, il y a Stéphane Berthomé qui a passé à travers l'étude. Sinon, on va parler d'une association québécoise qui regroupe les conseillers en informatique indépendants. Et donc, il faisait le point ce mois-ci là, sur l'industrie. Alors, on va faire une idée à ce à quoi ressemble ce domaine-là au Québec. Et puis finalement, je rejoins aussi Alexandre Theodorescu, qui est un membre de l'exécutif de la Ville de Montréal. Tu sais qu'ils ont lancé une invitation. Eux, ils se sont dit cet été, on aimerait ça inviter des startups à la Ville de Montréal pour solutionner des problèmes qu'on a. Ben, il y a une cinquantaine de startups qui ont été retenues. Et là, ils sont en train de commencer à leur présenter les différents problèmes cool, de la ça. Ville de Montréal, que ce soit la mobilité ou autre chose. Et donc, un hackathon municipal, en fait. Ben, ouais, mais sauf qu'on va plus loin que le hackathon, parce qu'un hackathon, ça dure une fin de semaine, 3-4 jours. Oui, t'as raison. Mais là, c'est sur plusieurs mois. Et l'idée là-dedans, c'est vraiment qu'il y ait une rencontre entre les startups et le personnel de la ville pour vraiment arriver à trouver des solutions. C'est vraiment chouette comme intégration, comme sympa. projet. Alors, je les suis sur mon radar. Et là, donc, avec Theodorescu, on fait le point sur où ils sont rendus dans le processus. Je trouve que c'est une bonne idée pour les municipalités, peu importe la taille. Et je me dis que s'il y a une grande ville comme Montréal qui peut le faire, ben peut-être que des plus petites pourraient le faire ou des villes de même taille. Bon, alors voilà, ça, c'est ce qu'on pourra écouter notamment dans mon carnet. Mais de ton côté, Jérôme, de quoi tu vas parler dans mon numérique? Cette semaine, dans Monde Numérique, je parle de data centers. Les data centers qui sont au cœur des questions indispensables pour l'intelligence artificielle, pour l'économie du futur, mais ça fait un peu peur, des questions environnementales, etc. Puis comment ça fonctionne un data center? Eh bien, j'ai rencontré, c'était à Vivatech, un des plus gros fabricants, constructeurs de data centers, c'est la société Data4, donc on fait le tour du problème, c'est très instructif. Puis dans les centres de données, il y a de la climatisation aussi, c'est d'actualité. Exactement. Et puis très instructif aussi, on va s'intéresser à l'IA au service des finances, mais de manière très très poussée avec un exemple qui pour l'instant n'est que américain, qui n'est pas encore disponible en France, mais j'ai rencontré le responsable du Lab IA
de l'entreprise américaine qui s'appelle Ramp. Ramp, c'est une start-up qui a explosé, qui connaît une croissance phénoménale. C'est une fintech qui propose des services financiers pour les entreprises et qui développe plein de produits IA, et notamment pour les experts comptables. Ils viennent de lancer un nouveau produit. C'est super éclairant et c'est une interview pas banale puisque c'est donc une interview d'un Américain à propos de choses qui pour l'instant n'existent pas en France, mais je crois que ça intéressera beaucoup les gens qui éventuellement sont dans ce secteur et qui nous écouteront. Et l'Américain, tu l'as traduit ou il parle français? Alors, il parle français, parce qu'en plus, il n'est pas vraiment américain, il bosse dans une boîte américaine, et il a la bonne idée d'être canadien. En tout cas, d'avoir fait ses études. Non, il a fait ses études à Montréal, chez toi. Les meilleurs. Voilà, ouais. C'est les meilleurs, c'est bien. Ce sont les meilleurs Américains, ouais. Et puis sinon, je parle cybersécurité et bien sûr à propos de l'intelligence artificielle avec la question des agents IA. Qu'est-ce que ça pose comme problème de cybersécurité? Et je reçois Jérôme Bouvet de la société Checkpoint qui me dit qu'il faut que les agents IA aient une identité numérique et qu'on les considère comme des collaborateurs dans les entreprises pour pouvoir les pister, les encadrer, les gronder quand ils font des bêtises et, si possible, éviter qu'ils fassent des bêtises. Et ultimement, payer des impôts. Ça, c'est le scénario de Bill Gates, ça. Alors ça va être plus compliqué peut-être de leur demander de payer des impôts. Mais Bill Gates, c'est exactement ce qui avance. C'est d'avoir une identification pour chaque robot, peu importe, et agent IA, et donc, puisqu'il génère un service, qu'il soit imposé comme on impose un contribuable. Il génère de la valeur, etc. Ouais. Mais bon, voilà. Enfin après, l'agent IA ou le robot, il n'utilise pas l'hôpital, il n'utilise pas les routes, il n'utilise pas tout ce qui est du service public en fait. Jérôme, pour le moment. Oui, sans doute. Voilà. Mais le jour où les robots demanderont à être défendus par des avocats, à aller en justice, à se faire soigner, effectivement. Ça sent bien. Voilà. Bon, écoute, on en reparlera dans Mon Carnet et dans Monde Numérique en 2044. On donne rendez-vous à tous nos auditeurs. Entre-temps, écoute, bonne suite de ta programmation. Moi, je poursuis dans la mienne. Et puis, pareil. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Bruno. Ciao, ciao.